Aujourd'hui, c'est l'épisode 3 de la fabrication de ce couteau à base de skates recyclés. On rentre dans le vif du sujet. T'appelles ça un couteau? Ça, c'est un couteau. C'est pas un couteau, c'est une cuillère. D'accord, t'as gagné. Je vous fais découvrir cette journée à l'atelier de Stéphane. On va découper du métal, poncer du bois. C'est une vidéo un peu dense, mais vous allez voir que c'est plutôt cool. Et on se retrouve tout de suite après le générique. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Customizer pour la fabrication du couteau. Si vous ne les avez pas vus, il y a l'épisode 1 sur l'atelier de Stéphane, l'épisode 2 qui est consacré à la fabrication des plaquettes pour le manche du couteau. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3 pour la fabrication de ce couteau. C'était une grosse journée, super cool, un peu difficile à condenser dans une seule vidéo YouTube. Et si vous ne voulez pas manquer l'épisode consacré à la fabrication de l'étui du couteau, je vous invite à vous abonner, ça sera la prochaine vidéo qui va clôturer cette série. On commence tout de suite cette journée dans l'atelier de Stéphane par un petit briefing. Bon alors le but, donc, c'est que ce soir vous repartiez avec un couteau droit qui ressemble plus ou moins à un de ceux qui sont ici, sachant que le but c'est absolument pas que vous en fassiez des copier-coller. Vous avez vu le point de départ derrière vous, je ne sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est 2 feuilles qui sont vierges, on a à peu près 9 heures de boulot. En décembre dernier, on a passé les 2000 stages ici. Premier truc, il n'y a jamais quelqu'un qui repartit son couteau, donc j'espère que ça va pas être la première aujourd'hui. Le deuxième truc, c'est qu'il n'y a jamais quelqu'un qui est reparti sans que je touche au couteau. Je prends pas la main plus d'un quart d'heure. Donc c'est pas beaucoup sur les 9 heures de boulot, mais le quart d'heure, il va tomber vraiment à des moments hyper spécifiques. La coutellerie, c'est tout sauf un truc de bourrin. Je suis pas forgeron. Alors ça peut paraître bizarre que de dire ça, mais c'est hyper important parce qu'en fait un forgeron il a un but, c'est qu'il va chercher à donner une forme à un morceau d'acier, c'est quasiment comme ça qu'on fonctionne. Faire des couteaux comme ça, il n'y a aucun souci, je sais faire. Le kiridashi qui est là, celui-là, je l'ai fait en partant d'un ressort hélicoïdal d'amortisseur. Donc celui-là, il y a un petit peu de boulot vraiment en mode forgeron. Faire un couteau comme ça, pas forcément gage, je dirais, de qualité au niveau de la coupe à la fin du travail. Le problème, c'est que si je ne sais pas de quoi je pars, si je ne sais pas exactement quel taux de carbone il y a au début, je ne peux pas savoir quel taux de carbone j'aurai à la fin. Et donc, je ne peux pas choisir la dureté que je vais avoir. Tout ce que je ne veux pas sur un atelier tel que ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc, pour être sûr du résultat final, nous, ce qu'on va faire, on va partir, hop, 2 barres d'acier qui sont comme ça. Donc ça, c'est de l'acier premium de coutellerie allemand. Là, il n'est pas trempé. Donc non trempé, il est déjà beaucoup plus dur que la majorité des aciers qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, notamment que vous trouverez en magasin bricolage ou autre. Faut pas faire de pub. Tu sais, fiston, mon père m'emmenait souvent à la quincaillerie Johnson. Le vieux Johnson t'expliquait comment réparer n'importe quoi. Quand ils ont ouvert ce magasin, il s'est pendu. On va travailler la forme qu'on veut donner à notre lame, donc ce qu'on appelle la semelle non trempée. Quand j'ai donné la forme à mon acier, je mets la forge en route, je réalise la trempe et la lame elle est finalisée. Ce matin on fait la lame, cet après-midi on finalise la lame et on fait l'assemblage. Comme vous pouvez l'imaginer, faire tenir 9 heures de boulot dans une seule vidéo, c'est assez compliqué. Donc il y a pas mal d'explications que je n'ai pas gardées au montage, mais n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. L'autre chose qu'il va falloir vous poser comme question, c'est quel type d'assemblage vous voulez faire avec votre lame. Alors le premier type d'assemblage, c'est avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc un assemblage comme ça, ce qu'on appelle un assemblage en pleine soie ou en semelle plate. Alors semelle plate ou plate semelle, c'est pareil. La soie, c'est la partie du couteau qui relie la lame au manche. Donc la soie, elle est ici. C'est beaucoup plus complexe de faire le manche que de faire la semelle. Ah merde, du coup, la j'ai semelle, fait des plaquettes, moi. non, c'est pas grave. Non. L'autre type d'assemblage, c'est avoir un assemblage qui ressemble à ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un assemblage en soie postiche. Donc la soie, en fait, c'est un pic qui est ici dans la continuité de la lame et qu'on vient sertir dans ce qu'on appelle le quillon. Le quillon, c'est le bloc de bois dans lequel je vais faire mon manche. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a déjà évidemment une différence esthétique, à savoir que là, on voit la soie alors que là, on ne la voit pas, mais il y a surtout une différence au niveau de la solidité. Si vous prenez une lame en soie postiche non montée, ça ressemble à ça. On voit bien au niveau de la structure de la soie un rétrécissement par tel que si sur un couteau en soie postiche, je viens bâtonner là,
la contrainte qui va s'exercer sur la soie, elle va se répercuter sur le manche et tôt ou tard, pardon, le manche il va fendre. Ouais, Alors que vraiment pas fait pour un couteau. c'est pas des couteaux de bûcheron, c'est sûr et certain. Alors que celui-là, je prends une bûche, un marteau, ce que je veux, je bâtonne. Ouais. C'est sûr que le couteau il va pas brancher. L'autre question qu'il va falloir vous poser, c'est l'aspect final que vous voulez donner à votre lame. Donc votre lame, je vous disais, en sortant de la trempe, elle va être noire comme ça parce qu'elle a perdu une partie de son carbone. Donc il va falloir que dans un premier temps, on la décarbure si vous voulez la voir en polymiroir. L'autre finition, et c'est de très très loin, moi à titre perso, celle que je préfère, ça va avoir des lames qui ressemblent à celle-là. Donc ce qu'on appelle finition en brute de forge. Alors le vrai nom, c'est brute de forge effet stonewashed. Parce que ça ressemble un petit peu à l'aspect des jeans délavés. Donc vous voyez que vous pouvez la voir plus ou moins claire. Et le principe, il est assez simple au final. Hein. Votre lame, quand elle sort de la trempe, elle est comme ça. Déjà, pour des raisons sanitaires, on enlève tout ce qui n'est pas bien ancré. Donc je fais partir ça au papier. Vous allez voir, on va travailler au mille. Donc c'est assez fin, enfin c'est même très fin. On enlève et vous arrêtez quand ça vous convient. Maintenant, il va falloir que vous dessinez ce que vous voulez faire. Maintenant que j'ai balancé tout ça. Donc il y a plusieurs possibilités. Si vous avez une idée, vous y allez cash, vous mettez sur la feuille, vous dessinez. Si ce n'est pas le cas, ce que vous pouvez faire, c'est vous concentrer dans un premier temps sur une lame. Vous trouvez une lame, on contourne la lame. Ensuite, vous trouvez un manche. Au niveau des assemblages, pleine soie, soit postiche. Moi, c'est pleine soie. Pleine soie. Pleine soie. Donc vous trouvez un manche qui vous convient. Quand vous allez mettre la lame de l'un, le manche de l'autre, ça va être dégueulasse. Il va falloir uniformiser pour que ça devienne propre en fonction de ce que vous voulez faire du couteau. Et donc le but, c'est vraiment que le couteau soit adapté à ce que vous voulez faire. Et maintenant, je me tais. Si vous avez des questions, tout ça, surtout, vous n'hésitez pas. Hein. Moi, j'aime bien cette idée d'avoir le... Alors peut-être que je ferai un petit peu plus rond et j'aime bien l'idée d'avoir le trou là. Ouais. J'aime bien l'idée d'avoir un truc soit un peu en diagonale comme ça sur le assez raide. Alors je sais pas pour l'accroche si on peut faire un truc comme ça. C'est le 4 Customizer. Ouais, je pense qu'on a largement assez de matière. Mais tu vois, j'aurais dû le faire en diagonale. Et tu me disais que celles-là, elles étaient un peu épaisses. C'est du gros boulot de les retaper, mais... Après, on peut l'affiner, hein. On peut affiner. Mais la question, c'est dans quelle mesure je peux affiner et comment vont se comporter tes plaquettes quand je vais les passer au backstand pour affiner. Normalement, ça bouge pas. Parce que j'y étais à la bourrin, j'y étais à la raboteuse. Hein, donc, j'y étais vraiment fort. Et celle-là, j'ai déjà coupé en deux. Hein. C'est une qui est... Et voilà, et c'est ça. Et tu vois, sur celle-là, ce qui est sympa, c'est que tu as ta correspondance de... Ouais. Quasiment, tu as la correspondance de veinage. On peut tenter celle-là, hein. Je sais pas. Tu préfères lesquelles? Bah, moi j'étais parti celle-là, je me suis dit que celle-là je te les offrais, comme ça tu le... C'est comme tu veux. Tu feras un couteau avec c'est si cool, ça te dit. c'est gentil. Ah bah ouais, oui. Et ben moi, je vais partir sur celle-là. Ouais. Ok, on va se faire. Hein. Cool. Bah, on est pas mal là. Ouais, ça me plaît, ça me plaît. Bon, ma courbe est pas belle, hein, t'as vu, hein, c'est mal coupé ça. Non mais ça c'est pas grave, ça justement ça va se retravailler à la machine après. Ouais. Là tu vois, donc tu te rends tout de suite compte. La pointe elle est bien placée là ou pas Moi je pense que c'est pas mal du tout. Là ça après on va ajuster, on a un petit peu de matière pour l'ajuster sur le métal. Non, c'est bien. On est bon? Ouais, c'est bien. Ça me plaît bien parce que tu vois, j'ai vraiment l'index majeur sur la partie avant. Et je peux quand même bloquer. C'est vraiment ouais. Avoir toi dans ton cas de ce que tu me disais, il fallait qu'elle soit entre les deux blocs de 2 et là ça tombe. Ouais, non, là c'est pas mal. Le manche est bonne taille, tu vois, par rapport à ma main, je trouve que c'est vraiment bien. Non, c'est cool, c'est beau. Brute de forge ou poli, toi? Brute de forge, évidemment. Brute de forge, on va se mettre là. Donc tu tangentes là, là, là et là. Et là, ok, on est bon. Ça marche. Donc là, je vais faire la coupe là. Donc quand je tiens comme ça, mon serrage, je vais le faire puisque là, je vais passer ici. Mon moteur, il va être à droite. Je vais serrer à gauche. Les pinces sont déjà réglées. Vous mettez
la cale s'équipe. Alors, les masques, Julien, j'ai vu que t'en avais un. Ouais. Alors je vous passe rapidement les EPI, mais vous pouvez aller consulter la première vidéo où on en parle plus précisément. Évidemment, pendant toute la session, nous avons des protections pour les yeux, les mains, pour les oreilles et des protections respiratoires. Je vous mets en voix off les explications de Stéphane sur la découpe du métal inox qui est super dur. Ces explications étaient beaucoup plus précises, mais si je laisse tout dans la vidéo, elle va durer 4 heures. Alors pour faire la coupe, je me mets comme ça, je fais d'abord une toute petite amorce. Je fais une petite touchette sur mon trait qui va empêcher que quand je pose, mon disque il parte partout. Ensuite, je vais me mettre dans l'amorce et je vais chercher à faire un sillon de coupe. Sachant ce que je vais dire là, c'est peut-être le plus important. Vous n'avez le droit de rentrer et de sortir sur votre acier que au niveau de l'amorce. Si vous levez votre disque en cours de route, ça va partir, vous allez riper. C'est quasiment sûr. Et si vous ripez là, la lame elle est marquée. Donc en fait, je fais mon amorce. Ensuite, quand j'ai fait l'amorce, je me mets dans l'amorce. Je fais ça. Donc là, je cherche pas à couper, je cherche juste à marquer. Ok. Je vais jusqu'au bout. Et comme j'ai le droit de sortir que à l'amorce, hop, je reviens en arrière. Et en faisant ça, vous le verrez après, j'ai bouffé la moitié en épaisseur. Okay. Et après, je me remets au début et j'appuie un peu plus pour faire ma coupe. Okay. Sachant que la troisième phase, c'est elle qui est dangereuse parce que si j'appuie plus, en fait, ce qui va se passer, c'est que mes deux morceaux de métal, ils vont venir frotter très haut sur le disque. Ouais. Du coup, là, il faut bien tenir. Ouais. Et le bas du disque, il risque de partir. Donc en fait, il faut vraiment chercher à couper. Ça doit rentrer dedans, ça doit couper, mais on coupe avec le point bas. Ok. Non, je pense que c'est pas mal, hein. Je profite de cette séquence en images pour vous dire que Stéphane nous a énormément appris de choses, notamment sur les réactions atomiques du métal au moment de la montée en température et également au moment de la trempe. C'est des notions passionnantes, mais il faudrait toute une vidéo pour tout expliquer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je traite le sujet de la dureté des métaux, je vous ferai ça avec plaisir. Donc là on est bon, Donc ce qu'on va faire là, ça c'est ce qu'on appelle la semelle. Donc là votre semelle elle est faite, elle est finalisée. Okay. Là maintenant il faut transformer ça en lame. Alors pour ça on va faire les moutures. Avant qu'on fasse les moutures, moi ce que je vais faire, c'est définir où on va faire les perçages. Le manche il va être doublement fixé. Il y aura une fixation chimique, on va coller à l'époxy, puis une fixation mécanique. Fixation mécanique c'est simple, on va faire des trous. Historiquement dans les trous on passait ça. Le fil de coutelier en fait il a un seul but, c'est empêcher les plaquettes de faire ça. Okay. Ça c'était pas forcément top, ça avait tendance à bouger dans le temps. Ouais. On a remplacé ça par des rivets. Les rivets ils ont tendance aussi à se dessertir un petit peu, donc il faut les remater. Et quand on mate des rivets, on défonce tout. Et du coup, parce qu'on est obligé de taper sur le bois, on va faire des trous. Et dans les trous, qu'est-ce qu'on va passer? Un truc que vous connaissez tous. On passe de la vis. Donc c'est de la vis inox de 3,2. Alors c'est un peu galère à passer, mais une fois que c'est passé, en fait, on ne sait plus. Tout ce que vous voyez là, en fait, tous les points, c'est des vis. Hein. On les passe, donc le filetage, il va venir serrer, enfin contraindre les deux plaquettes l'une sur l'autre. Une fois qu'elles sont passées, on coupe, on arrase, on ne sait plus que ça, c'est des vis. Mais en tout cas, le couteau monté comme ça, il est indémontable. C'est juste un peu galère à passer. En fait, tu as quand même de la colle qui... Il y a colle plus ça, ceinture bretelle, ouais. Voilà. Oui, je vais pouvoir taper comme un bourrin sur mon couteau. Ah bah sur le principe, il n'y a pas de raison que ça bouge, ouais. Voilà. C'est des bandes spécialement conçues pour l'inox et que vous allez travailler à l'ancienne, sans cale à émouture. Et cette pince-là, elle est plaquée sur le flanc. Vos deux mains travaillent ensemble et votre chariot, en fait, le chariot à mouture, c'est vos deux mains. Le but, ça va être de regarder, vos yeux ils doivent être rivés là-dessus. Je touche pas, je suis prêt, je règle tout, je règle mon angle. Dès que je suis bon, je touche, je tire, je touche, je tire, je touche et je tire à cette vitesse-là. J'ai une légère courbure, je suis ma courbure. Je ne m'arrête pas là, je vais bien jusqu'au bout. Sinon, la fin, elle ne va pas être travaillée. Quand j'en ai fait 3 d'un côté, j'inverse. Et alors là, souvent, vous dites, putain, ça va être une galère là, c'est pas ma bonne main. En fait, vos deux mains travaillent ensemble. Donc, en principe, vous ne serez pas gêné. Donc, je me mets là. Pareil, même angle. 1, 2, 3. OK? À n'importe quel moment, vous devez savoir si vous êtes en symétrie ou pas. Quand vous êtes à l'aise, vous faites la même chose en appuyant un peu plus. OK. Un tout petit peu plus bas si tu peux, ouais. Là Ouais, comme ça, ouais. Là, sur le tien, ce qui s'est passé, tu vois la voie là. Il y a eu un passage de ce côté. Ouais. Il t'a ouvert un tout petit peu ton angle et c'est celui-là qui a fait la marque là. Ouais, tout à fait, ouais. Ça, en fait, c'est pas gênant, c'est pas impactant. Par contre, c'est cet après-midi qu'il faudra pas déconner. Parce que là, tu vois qu'au niveau,
Si tu oublies là et là, on est bon. Hein. Ouais, ok. Il y a juste sur cette zone-là où il y a la petite merde qui est là. Ça se verra quasiment pas à la fin. Là, on a un départ progressif, donc ça c'est bien. Là et là, c'est un peu trop épais. Donc là, on est pas mal. Quand je dis on est pas mal, c'est que logiquement, là, il doit commencer à couper. Hein. Même, enfin, bien couper. Ah ouais, ça coupe Par bien contre, déjà. là, il coupe bien, mais il n'est pas trempé. Donc le but, c'est d'aller chercher cette qualité de coupe comme ça, là, tel qu'il est là. Mais par contre, on ne peut pas tremper comme ça, parce que mon fil, là, il est tellement serré que quand on va chauffer pour tremper, il risque fort d'avoir des fissures qui se propagent à l'intérieur, qui se forment à l'intérieur du... À cause des petites. à cause de la finesse surtout. Pour ça, ce que je vais faire, c'est qu'après, on va casser le fil. Une fois que ce sera trempé, on viendra chercher ce tranchant. Donc là, la trempe, ce qu'il faut, donc ça, c'est un acier qui contient 0,50% de carbone, plus de 10,5% de chrome, c'est ça qui fait qu'il est inoxydable. Tremper le fil, donc faire en sorte qu'il y ait de la martensite qui se forme sur mon émouture, avoir 1050 degrés pendant 2 minutes 33 minutes, de façon homogène, et ailleurs, du trou jusqu'à la pointe, avoir une décarburation qui se fait de façon la plus homogène possible. Donc ça veut dire que pour gérer ça et ça, votre lame, on va la déplacer. Le 1050 degrés à la couleur, donc une belle couleur jaune-orange et uniforme, dextérité, ça va pas être ça. Poussez, vous faites ça. Je vous ai pas dit, les flammes arrivent jusque là. D'accord? Ça fait du bruit. Je vous balance tout tranquillement parce que sinon vous allez partir en courant. Il faudra automatiquement, puisque la température de votre acier en dessous sera un petit peu inférieure au-dessus, il va falloir la retourner un certain nombre de fois. Il y a une règle absolue qui vous met à l'abri de tout problème, c'est que pendant tout le temps que ça dure, jamais, jamais, jamais vous devez prendre un appui sur seule la pointe. Pour protéger la pointe, vous ouvrez bien les bras, délicatement je serre, hop, ma pointe elle est protégée. Je lève, alors pas trop, hein. Si vous levez trop, vous allez toucher le dessus, vous tournez dans l'autre sens. Hein. Donc je lève comme ça, je la décolle, je sors de la forge. Et pour la rentrer, surtout frottez pas comme ça, c'est tordu sinon. Vous la rentrez en inclinant un peu comme ça. Allez, c'est parti. Donc vraiment jamais d'appui sur la pointe. Allez, c'est parti. C'est parti. Je descends bien la verticale. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. D'un seul coup, et tu bouges plus. Je savais pas du tout comment la prendre. Hop. T'es pas mal comme assistant, dis donc. T'as vu, hein? Je De trouve que- ce côté-là. Ouais, de l'autre côté si tu peux, voilà. Pas de soucis. C'est pour la faire tomber. Hop. Oh putain, tu peux me passer 3 serre-joints s'il te plaît derrière toi. Non, c'est pas vrai. C'est pour la vidéo ça. Ah, j'y crois pas, la blague. T'es sûr t'en veux pas un deuxième au cas où? Non, merci. Hop. Alors là, donc on laisse refroidir ça. Ah bah bravo. Elle était à plus de 1000 il y a quelques minutes, là on est bien. Donc là, la lame, a priori elle est nickel. Oh putain, il y a une fissure. Ouais? Non, c'est pas vrai. Allez, chacun votre tour. Hein. Donc là on est bien. Et si je fais le test à la lime, Ouais, même au bruit, on l'entend. tu l'entends tout de Ouais. suite au bruit. Donc là, celle-là elle est bien. Ça sonne mieux. Donc cet après-midi, un passage de chaque côté, je vous le redirai après la pause, hein, pour venir décarburer votre émouture. Donc D'accord. ça sera juste d'enlever la petite couche de carbone. Un seul, pas plus, parce que si vous faites une facette, vous avez vu que les facettes elles peuvent vite arriver. Ouais. Si vous faites une facette sur l'acier trempé, je peux pas reprendre. Ouais. Et après, donc ça c'est le teasing pour cet après-midi, on prendra un petit bout de papier de mille. Vous voyez, je frotte là, hop. Et ça y est, les motifs ils arrivent. D'accord, donc les motifs ils sont là. Donc le but c'est de travailler du trou jusqu'à la pointe, de façon à avoir des motifs qui vous conviennent d'un côté, de l'autre. Quand ça vous convient, ça arrête. Ok. Voilà, allez, pause.
La matinée se termine, on arrive à la pause déjeuner, et là, on passe un moment très convivial auprès de Corinne, la femme de Stéphane, qui nous a préparé un déjeuner hyper sympa. Comme mes batteries étaient en charge, j'ai pas filmé pendant notre session, mais je suis retourné voir Stéphane et Corinne pendant une autre session pour pouvoir avoir quelques images. Là, comme ça, on voit bien qu'il se resserre bien. Pendant la pause, Stéphane propose à ses élèves de choisir des plaquettes avec plein d'essence de bois. Notre fils, il a fait les compagnons en menuiserie. Et donc, en fait, maintenant, des petits morceaux de bois qui n'intéressent plus les menuisiers, les luthiers, les ébénistes qui partent à la chaudière avant, j'en achète. Donc, ça me permet déjà de fonctionner. Déjà, il y a un aspect éthique. Il y a ça aussi. C'est surtout que des fois, si tu achètes sur les réseaux de distribution de bois classique, tu vas payer des trucs super chers. Donc tu ne contrôles pas forcément la qualité, tu achètes des trucs, tu sais pas, tu vois pas en fait. Alors que là, les morceaux, je vais dans les menuiseries et je les choisis. En fin d'atelier, on passera un fondure, donc c'est un obturateur de porc, et ensuite de l'huile. Et en fait, le fondure, il va foncer tout ce qui est foncé, c'est clair, tout ce qui est clair. Donc clairement, ça va vraiment changer de teinte. En plus, si c'est pas foncé poli, donc ça n'aura pas du tout cet aspect-là. Voilà. Okay. Donc je vais choisir. Oui, de la lumière. C'est un motif qui est plutôt adapté. Je prends la plaquette avec le Kinder. Oui, c'est il y a des clients avec le café. Et après un bon café, la session peut redémarrer. Comme expliqué juste avant la pause, on finalise la lame. Ouais, c'est vraiment les manipulations un peu délicates que tu gardes. Ah oui, mais sinon, là tu vas voir d'autant plus que comme le tien il est vachement plus marqué d'un côté, tu parles de manipulation délicate, on va y aller là. Hop. L'aspect qui est pas top, il y a un côté où il est pas joli. Il y a un côté qui est pas mal, mais l'autre côté il est pas top, donc je vais brosser les deux côtés. Ce côté-là est un peu mieux, mais il est moins large, vraiment. Voilà. Et il est où le problème? Oui, même si t'as un élève qui foire vraiment son manucure, tu peux quand même la rattraper. J'y passe un peu plus de temps, quoi. Ouais, mais ça permet de sortir quand même un couteau joli, quoi. Une fois la lame quasiment terminée, on attaque les plaquettes. Nickel, top. Bah, l'avantage c'est que j'avais coupé... Ouais, comme ça, ouais. Et on attaque avec la forme générale de façon grossière pour pouvoir préparer le collage. Ouais. Les faces avant, les faces arrière. Parce qu'une fois collé, ça, par le fait qu'on ça va c'est conserver. difficile à atteindre, ouais. Ouais, c'est... Enfin, sur le principe, tu pourras les atteindre, mais tu vas abîmer le brut de forge. Ouais. Donc je le fais tout de suite, comme ça au moins. Oui, comme moi en plus j'ai la lame qui dépasse derrière. Ouais. Des deux côtés, c'est pour... Ouais. Lui, sur celui de Julien, je vais faire que l'avant. Mais toi, je fais l'avant. Qu'est-ce que c'est du coup? C'est un fondure, je vous expliquerai comment ça marche, un obturateur de porc, ça. Ok. Hop là. J'en ai des caisses, monsieur. En même temps, 2000 couteaux à base de 20 blagues par jour, ça fait un paquet de blagues, hein. Je viens coller la deuxième et c'est là qu'il faut faire super gaffe. La deuxième, elle doit être parfaitement alignée sur la première. Si c'est décalé, ça va faire dégueulasse en finition. Sur la tienne encore plus parce que tu as tous les chevrons qui vont être décalés. Avant ça, pour que la colle tienne bien, on va strier, ce que je vous disais.
Vient le moment délicat du collage avec une colle époxy hyper résistante qui est faite pour le collage des clubs de golf. Ok, bon, bah, c'est parti. Donc, J'ai condoléances. Donc là, j'étale vraiment. Et il était beau quand même ton boulot. Ouais. Allez, on y va. Donc là, alors tu fais gaffe surtout que ça dégueule pas ici et toi également à l'arrière. Ouais, faut que j'aille finement à l'avant. L'avant, il est où Il est là. C'est ça l'avant, c'est sûr. Ouais, mais si tu me la retournes, je sais plus dans quel sens elle est là. Putain, je vais la remettre. Il est où le cul, il est où la tête? Attends. Là. Julien, ça n'a pas bougé, c'est bon? Non, je regardais si c'était sec, mais pas du tout. Ah non, non. En fait, tu vas voir, ça tire pas, et à un moment donné, 10 secondes après, ça a pris. Donc là, je te laisse placer parce que j'ai pas vu comment tu as fait tes repères. Je te laisse contrôler. Une fois la première plaquette collée, on prépare les trous pour pouvoir passer les vis. Alors, Faire des trous. On est pas mal. on est pas mal, pour l'instant c'est pas mal. On est pas mal. Vu que ça dure, donc on la met comme ça. On aligne et on colle la deuxième plaquette. Mets-la bien au bord dès qu'elle est un peu vers toi pour qu'on puisse vraiment placer les pinces correctement. Et pause, hop. Cool. Allez. Super. Et on insère les vis en inox qui viennent verrouiller le montage. Vous pouvez voir que je découpe les vis en inox au Dremel en plusieurs étapes, ceci afin d'éviter une surchauffe du métal, ce qui risquerait d'endommager le bois et d'altérer la qualité du montage, et esthétiquement, ça serait dommage d'avoir des brûlures autour des points de fixation. On finalise la forme du manche avec soin sur le backstand, ce qui va lui donner sa forme définitive. Et on attaque les finitions un peu plus précises avec un ponçage beaucoup plus fin. Pour finir à la main tout en douceur. Alors, qu'est-ce qu'il en dit le patron? Bah, je suis déçu, là, la bleue, elle n'a pas sa correspondance. Alors ça, Non, je vais te dire non, que... non, en c'est fait, super beau. C'est C'est classe. t'as le même problème sur l'autre. En fait, comme je coupe les plaquettes et que je Bah la ouais, retourne, ouais, je vois. en fait, t'as pas la correspondance. Bah non, mais- Il faudrait que je la mette à l'autre bout. Ouais, mais Et c'est en fait, chaud, comme ouais. j'ai pas les machines qu'il faut, Là, par contre, ça c'est cool. Hein. ça c'est super beau, ça, le Ouais. fait qu'elles se correspondent toutes. Et je pense que Ouais. tu auras le même résultat Ouais, j'ai vu, là-dessus. ouais, et j'ai je regardé, pense ouais, que du ça coup, sera après, encore ouais. plus joli. Là aussi, c'est pareil, là. Ouais. Donc, c'est une base d'alcool. Et le blanc, c'est de la cellulose pour reprendre la fibre de votre bois, mélangée avec du plâtre. Et alors, le principe, il est très simple. Hein. L'alcool, dès que vous allez le poser sur votre bois, il va rentrer vraiment très profond. Quand il descend dans votre bois, il emmène avec lui la cellulose et le plâtre. Vous allez sentir que l'alcool, il va très très vite se tirer. Et la cellulose et le plâtre, ça reste dedans. Et donc, ça va complètement obturer les ports de votre bois. Les flancs, tu fais pas l'arrière, tu fais pas le devant. Tiens. Oh, c'est pas mal. Là, il faut enlever le scotch. Et là, faut pas se couper. Le couteau est presque terminé, il ne reste plus qu'à l'aiguiser.
Déjà là, on n'est plus sur la même. Maintenant, alors la phase, ce que je vous ai montré tout à l'heure, où je redresse le fil, je ne la fais pas là, puisque le fil il est neuf. Ouais. Je me mets comme ça. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis avec ça, pour faire une connerie, il faut être bourré. Je me mets comme ça, vous avez vu l'angle, le même que sur la machine. Et tout de suite, je ne sais pas si vous voyez où vous êtes, on voit la variation lumineuse. Julien, tu vois d'où t'es ou pas? Là, je vois. Et on voit que je suis super bien placé sur mon fil. Donc je vais jusqu'au bout. Là, je vais faire la connerie qui peut arriver. Vous avez vu, je dérape. C'est le pire qui puisse arriver. Donc j'en ai fait un. Je reprends. J'appuie. Hein. 2. Vous avez vu, je n'ai pas fait exprès ce coup-là. 2. 3. Un. 2. 3. Bon, il y a la caméra, on peut y aller. Hein. Est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin? Voilà, c'est tout, juste. Voilà. Ça dépend ce que tu veux couper. Ben, c'est exactement ça. Après, il y a un problème, c'est que plus ton fil va être acéré, plus le fil va être fragile. Voilà, le couteau terminé. À côté de ça, on a passé vraiment une super journée avec Stéphane. C'était vraiment très enrichissant et très formateur. J'ai piqué plein d'astuces et plein d'idées de son atelier qui sont vraiment hyper sympas. Si l'aventure vous tente, je vous mets un lien affilié avec Weekendoo dans la description. Sinon, vous pouvez contacter directement Stéphane depuis son site internet que je vous mets également en description. Si vous ne voulez pas rater la vidéo de la fabrication de l'étui et du reveal du couteau, n'hésitez pas à vous abonner pour voir l'épisode 4. Vous pouvez activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça aide l'algo à savoir que la vidéo vous a plu. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir comme toujours. Si vous voulez me faire savoir que vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez cette lettre dans un commentaire et je saurai que vous faites partie des fidèles de la chaîne. Sur ce, je m'en vais préparer la dernière vidéo et je vous dis à très bientôt sur Customizer.